Ici on parle de présentation orale de concours de la fonction publique, les erreurs à éviter. Dans cette vidéo, on va voir ensemble celles qui sabotent le plus vos chances de réussite. Peut-être que vous préparez un oral, ou peut-être que vous avez déjà échoué. Peut-être aussi que vous doutez alors que vous avez le niveau. Le problème, la plupart du temps, ce n'est pas le manque de compétences. Ce sont des erreurs invisibles qui abîment votre posture sans que vous vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 erreurs majeures que je vois chez les candidats et surtout quelles actions à mettre en place pour les éviter. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous connaîtrez toutes les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour réussir votre présentation orale de concours. D'ailleurs, je ne vais pas vous spoiler, mais entre nous, la 7e erreur est une des plus fatales. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin après cette vidéo pour éviter les erreurs et structurer votre oral de manière stratégique, je vous ai préparé un programme complet qui s'appelle Oral Impact. Vous trouverez les liens dans la description ou dans les commentaires sous la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour rester informé quand je mettrai des nouvelles vidéos, ça vous permettra de recevoir tous mes prochains conseils. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach, passionné par l'apprentissage et le coaching, et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Nous allons maintenant parcourir les 7 erreurs majeures que font les candidats lors de leur présentation orale de concours de la fonction publique. Vous pouvez simplement les écouter les unes après les autres ou alors faire pause après chaque erreur pour en noter les éléments importants que vous voulez garder pour vos épreuves futures. Faites ce qui vous convient le mieux, c'est ça le plus important. La première erreur, c'est parler plus de son passé que de son futur. Beaucoup de candidats racontent leur parcours. En 2012, j'ai fait ça, en 2016, j'ai fait ça, en 2020, j'ai fait autre chose, et ils enchaînent une succession de dates, de postes, de missions, comme pour justifier la pertinence de leur parcours. Mais en fait, ils ne tirent aucune conclusion, ni aucun apprentissage, ils ne font juste que citer une succession d'étapes comme un CV qui finalement serait développé à l'oral. Alors sachez une chose, le jury ne vous recrute pas sur votre passé, il vous sélectionne sur votre capacité à apporter quelque chose demain dans vos fonctions de cadre. Si 80% de votre présentation est tournée vers hier, vous envoyez un message implicite « Je viens de vous expliquer tout ce que j'ai été ». Alors que le jury, pour qu'il puisse voir le cadre potentiel qui est en vous, il faut lui montrer la plus-value que vous apportez pour le poste. Voici ce que je vais apporter si vous me choisissez. C'est ça le message qu'il faut lui envoyer. Et à ce moment, vous pouvez faire le lien qui explique comment vous avez développé cette compétence ou votre plus-value. C'est parce que vous avez traversé certaines épreuves, certains postes, certaines expériences qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Voyons maintenant plutôt ce qu'il faut faire. Tout d'abord, structurez votre parcours autour de ce qu'il révèle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous ne partez pas des dates, vous partez de la valeur que vous voulez montrer. Au lieu d'enchaîner les postes, demandez-vous plutôt quelles sont les 2 ou 3 compétences clés que je veux que le jury retienne de moi comme un futur cadre. Est-ce que je veux qu'il voit ma capacité d'analyse, ma capacité à coordonner, à décider sous contrainte, à mener une équipe? Et ensuite seulement, vous sélectionnez dans votre parcours les expériences qui illustrent ces points. Vous ne racontez pas toute votre histoire, vous choisissez des moments clés. D'ailleurs, un cadre hiérarchise et votre présentation doit déjà montrer votre capacité à le faire. Vous pouvez aussi vous poser cette question. Qu'est-ce que mon parcours dit de ma manière d'agir comme un cadre? Pas qu'est-ce que j'ai fait, mais plutôt comment j'ai réfléchi, comment j'ai décidé, comment j'ai assumé. Si vous avez géré un projet, qu'est-ce que ça révèle? Qu'avez-vous anticipé, priorisé, arbitré ou encore coordonné des acteurs différents? C'est ça que vous devez faire apparaître dans votre présentation. À chaque expérience que vous évoquez, faites le lien, regardez l'expérience que vous avez choisi de présenter et réfléchissez à ce que cette expérience vous a apporté. Cette expérience m'a permis de développer telle compétence, cela m'a appris que dans telle circonstance, il vaut mieux procéder autrement, ou encore c'est ce qui me permet aujourd'hui de savoir telle connaissance ou de connaître tel type de comportement. Vous transformez un fait en un apprentissage, une posture en un poste, une mission en maturité. Et là, votre présentation change complètement de niveau. Ce n'est plus un CV développé à l'oral, c'est une démonstration de votre valeur future.
L'erreur numéro 2, c'est faire la liste de vos qualités. Je suis organisé, je suis rigoureux, je sais gérer mon stress. En fait, vous êtes comme tous les candidats. Quel candidat va se présenter devant un jury sans faire une éloge de qui il est ou de qui elle est? Tout le monde va mettre en avant ses qualités pour se montrer sous son meilleur jour, c'est normal, on est là pour ça. Mais le jury ne sélectionne pas des adjectifs, il détecte des comportements. Et donc, il va s'intéresser à la façon dont vous abordez les choses, à la cohérence entre votre dire et votre faire. Et s'il retrouve les mêmes choses entre les deux, ça peut être gagné. Mais au contraire, si vous vous présentez comme organisé et que votre présentation ne l'est pas, ou que vos réponses sont complètement désordonnées, alors vous dites exactement l'inverse de ce que vous êtes. Et moi, un candidat ou une candidate qui me dit par exemple qu'elle a développé d'importantes capacités d'analyse, ok, très bien, vous pouvez être sûr que je vais le vérifier et que je vais aller lui poser des questions qui vont me permettre d'identifier ses capacités d'analyse. Et si jamais ces réponses sont creuses ou dans lesquelles la personne ne démontre pas tout son processus d'analyse pour prendre une décision, alors je sais qu'elle me vend un produit qu'elle n'a pas. Venons-en maintenant à ce qu'il faut faire. Au lieu d'annoncer vos qualités, montrez-les naturellement dans votre façon de vous présenter et de gérer votre épreuve orale. Si vous dites que vous êtes organisé, votre présentation doit être structurée. Si vous dites que vous êtes rigoureux, vos propos doivent être précis. Si vous dites que vous savez gérer la pression, votre respiration doit être posée, votre rythme stable, et ce, même si les questions vous déstabilisent. Autrement dit, ne dites pas que vous êtes capable de faire quelque chose, montrez-le dans votre posture. Et posez-vous la question, si je ne pouvais utiliser aucun adjectif pour me décrire, comment le jury pourrait-il quand même percevoir mes qualités? C'est là que vous changez de niveau. Plutôt que de dire « je suis quelqu'un d'organisé et de méthodique », peut-être vous pourriez dire que dans mes missions précédentes, j'ai mis en place un suivi hebdomadaire des priorités afin d'anticiper les retards et de sécuriser les échéances. Dans la deuxième version, vous ne dites pas que vous étiez organisé, mais le jury l'a compris. Même chose pour la gestion du stress. Plutôt que de dire « je gère bien mon stress » et d'avoir la moindre rougeur dès l'instant que le jury vous pose une question qui vous déstabilise, parlez clairement, prenez le temps de respirer, marquez des silences, vous répondez posément. Et là, c'est crédible, parce que vous ne décrivez pas ce que vous êtes, vous l'incarnez parce que vous l'êtes réellement. La troisième erreur que font beaucoup de candidats, c'est de construire un projet dans lequel vous ne croyez pas. Pour les épreuves orales, on vous dit souvent « proposez un projet », mais si ce projet ne vous correspond pas réellement, il va sonner creux clairement. Le jury peut vous poser 2-3 questions, et là tout va s'effondrer, vous allez hésiter, trop nuancer, chercher vos mots. Et pourquoi ? Tout simplement parce que vous défendez une idée qui n'est pas la vôtre, ou que vous avez construit pour faire bien et répondre à la commande. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Choisissez un projet qui soit cohérent avec votre parcours, aligné avec vos valeurs, et surtout que vous êtes capable d'argumenter sans forcer. Mais attention, un projet, c'est pas forcément un grand plan d'action très concret avec un début, un milieu, une fin, comme on pourrait le voir en mode projet. Beaucoup de candidats pensent que projet, ça veut dire je veux lancer un chantier de transition écologique, je veux mettre en place un nouveau dispositif ou encore je veux piloter une réforme. Très bien, si vous avez une vraie vision, si vous savez pourquoi, et si vous êtes capable d'en parler longtemps avec conviction. Franchement, pourquoi pas? Allez-y. Mais attention à la réalité, peut-être que vous ne choisirez pas forcément le poste que vous aurez à l'issue du concours. Et peut-être que le service dans lequel vous allez vous trouver ne vous permettra pas de mettre en œuvre ce projet. Vous avez donc présenté un projet sans avenir. Par contre, quand on vous parle d'un projet, ce n'est pas forcément un projet matériel ou opérationnel. Un projet, ça peut être une direction, une manière d'exercer, une intention professionnelle. Par exemple, je souhaite contribuer à renforcer la cohérence managériale au sein des équipes. Ou alors, je souhaite travailler sur la qualité du pilotage humain. Ou encore, je souhaite sécuriser les prises de décision dans des environnements contraints. Ce type de projet, vous pouvez l'incarner, peu importe le service dans lequel vous arrivez. Que ce soit un service administratif, technique ou opérationnel. Votre projet, ça devient une coloration personnelle, une manière d'être cadre. Et ça, c'est beaucoup plus solide parce que vous pouvez le transférer dans plusieurs environnements. Ce n'est pas dépendant d'un poste précis, c'est dépendant de vous en tant que personne, avec vos valeurs. Donc,
Posez-vous cette question, est-ce que mon projet dépend d'une fonction précise ou est-ce qu'il dépend de la manière dont moi je veux exercer mon rôle de cadre et notamment de la vision que j'ai de l'administration et de ce que je peux y apporter. Un projet sans conviction, sachez que ça sonne creux. Un projet trop dépendant d'un contexte précis, ça peut devenir fragile. Par contre, un projet aligné avec vos valeurs et votre manière d'agir, ça, vous pouvez le défendre partout. Et un cadre assume une direction, pas une promesse décorative. La quatrième erreur, c'est de rédiger votre présentation comme un texte écrit. Vous écrivez un texte parfaitement rédigé de façon littéraire. Tout est propre, structuré, les phrases sont longues, bien construites, presque académiques. Et quand vous récitez franchement, ça peut impressionner. Mais à l'oral, ça pose d'autres questions. Tout simplement parce que, est-ce que ce sont les mots que vous avez écrits dans votre présentation, sont-ils les mots de votre langage courant, ceux que vous avez l'habitude de prononcer? Est-ce que c'est cela que vous utilisez dans vos échanges avec vos collègues? Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les outils numériques tels que l'intelligence artificielle qui potentiellement va vous proposer des textes très bien travaillés avec des mots élaborés. Mais est-ce que ces mots, ce sont les vôtres? Est-ce que vous les utilisez couramment? Le problème, c'est pas pendant la présentation. Il arrive après, au moment des questions. Parce que là, vous ne pourrez plus lire. Vous allez redevenir vous-même. Vous n'allez plus réciter. Et donc, vous allez vous mettre à penser avec vos habitudes personnelles, vos mots, et répondre en direct de façon spontanée. Et tout d'un coup, il peut se passer quelque chose d'étrange, c'est que votre champ lexical change, votre posture change, les mots que vous allez utiliser changent, et ce sont les mots de votre quotidien qui reviennent, peut-être même votre façon de penser, qui est plus tout à fait la même qu'à l'écrit, et même votre rythme de discussion qui ne sera plus le même. Le candidat qui parlait avec assurance devient plus hésitant, le discours qui était construit n'est plus aussi spontané, et parfois il devient désordonné, surtout avec le stress et les questions complexes. Et là, le jury, il peut avoir une sensation étrange, comme s'il avait deux personnes face à lui, le candidat de la présentation et le candidat des réponses. Et ça crée du doute, donc un risque de perte de confiance dans la relation que vous mettez en place avec le jury. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a probablement pas de validation parce que le jury ne sait plus exactement à qui il a affaire, le premier candidat ou le deuxième. Passons à ce qu'il faut faire. La première chose à faire, elle est simple finalement, c'est de rédiger votre présentation dans un langage parlé. Ça veut dire quoi? Quand vous écrivez votre présentation, lisez-la immédiatement à voix haute. Si vous n'utiliseriez pas les mots que vous avez écrits spontanément à l'oral, eh bien changez, c'est que votre présentation ou votre phrase n'est pas la bonne. Votre présentation, elle n'a pas besoin d'être plus brillante que vous. Elle doit vous refléter, elle doit être cohérente avec votre manière naturelle d'être et de vous exprimer. Travaillez à voix haute, exprimez vos idées comme vous le feriez dans une discussion réelle. Ainsi, vous notez tout ce que vous dites, même les petits mots, les hésitations ou des tournures de phrases qui ne se diraient pas à l'écrit, parce que vous êtes dans une discussion spontanée et c'est normal qu'il y ait des petits mots qui puissent être un peu différents d'une rédaction. Et l'idée, c'est pas d'apprendre par cœur en fait cette présentation, mais c'est de la fluidifier. Votre objectif, c'est pas de réciter un texte littéraire, votre objectif, c'est de vous présenter tel que vous êtes et d'être le plus à l'aise possible dans votre propre structure de pensée. Et surtout, gardez une chose en tête, la personne qui fait la présentation doit être exactement la même que celle qui répond aux questions. Même ton, même vocabulaire, même énergie, en tous les cas le plus possible. C'est cette cohérence qui va donner confiance et permettre au jury d'accéder à qui vous êtes réellement. La cohérence, c'est la clé de votre crédibilité. La crédibilité, ça crée la confiance et le jury valide plus facilement un candidat en qui il a confiance. Et vous, si vous vous mettez à la place de jury, vous ne feriez pas la même chose? La 5e erreur, c'est de tendre des perches en espérant que le jury va les saisir. Certains candidats cherchent à placer des phrases stratégiques dans leur présentation pour que les jurys abordent le sujet qui est vraiment important pour eux. De ce fait, ils n'abordent pas vraiment ce qu'ils veulent dire, ils le sous-entendent en pensant que le jury va revenir dessus. En gros, je vais glisser cette idée dans ma présentation, comme ça le jury va me poser la question et là je pourrai donner la réponse toute prête avec des idées importantes que je veux évoquer. Les idées importantes que je veux évoquer. Ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir emmener le jury là où ils veulent. Mais le jury,
il n'a pas votre stratégie. Et surtout, il n'a pas vos préoccupations, il n'a pas les mêmes centres d'intérêt que vous, ni votre histoire et votre sensibilité. Et la résonance d'un mot chez eux peut ne rien avoir avec ce que vous imaginez. Vous pensez tendre une perche, mais un mot peut déclencher une question imprévue. Et parfois, c'est même pas l'idée principale que vous vouliez défendre, c'est même un détail qui n'a absolument rien à voir avec votre propos. Un simple mot isolé, et le jury par ailleurs, très loin de ce que vous aviez prévu. Et là, vous avez perdu votre occasion de dire exactement les choses qui étaient importantes pour vous. Par exemple, un candidat qui voudrait absolument parler de son projet sur la transition écologique. Mais au lieu de le dire clairement, il glisse « Dans mes missions précédentes, j'ai été particulièrement sensible aux enjeux environnementaux ». Et là, il espère que le jury va rebondir sur transition écologique. Mais un membre du jury, lui, ce qu'il entend, c'est enjeu. Et alors, la question qu'il pose, elle se trouve sur la gestion des risques naturels sur une commune et des responsabilités du maire dans ce contexte. Vous l'aviez prévu, ça ? Ben non, pas du tout. Vous voyez le problème ? Vous pensez maîtriser la trajectoire, mais vous ne maîtrisez pas les déclencheurs. Ce qu'il faut retenir, dites-vous une chose importante. Vous avez 5 minutes, parfois 10 selon les concours, pour faire votre présentation. Si un sujet est important pour vous, parlez-en clairement. Vous avez 5 minutes, chaque minute compte, chaque phrase compte, chaque mot compte. Profitez de ces quelques minutes pour aborder les sujets qui sont vraiment importants pour vous. C'est vous qui avez la main. Parce que quand vous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur, votre énergie elle change, votre regard il change, et votre conviction elle change. Et ça, le jury le ressent. Et plus vous parlez clairement d'un sujet qui est important pour vous, plus vous avez de chances qu'il revienne dessus naturellement. Mais n'espérez pas que le jury devine là où vous voulez aller. Autre point, un cadre, ça n'espère pas. Un cadre, ça assume, il dit ce qu'il a à dire, il prend la responsabilité de son message. Le reste ne vous appartient pas, le jury fera son travail. Vous avez 5 minutes pour présenter les idées qui sont importantes pour vous, alors prenez la main et dites ce que vous avez à dire. L'erreur numéro 6, c'est de modifier sa présentation à chaque conseil. Naturellement, quand on veut réussir, on va voir plein de gens, des gens dont on pense qu'ils vont pouvoir nous aider. Alors, vous demandez des avis à un collègue, à un ancien lauréat, à un formateur, à un ami, à quelqu'un de votre entourage. Et chacun vous dit à ta place, je mettrais plutôt ça. Non, ça, faut l'enlever. Ou alors, ça, il faut absolument le dire, c'est extrêmement important, tu verras, le jury va aimer, etc. Et à chaque fois que vous faites relire votre présentation à une nouvelle personne, vous modifiez parce que vous vous dites, il ou elle a peut-être raison. Le problème, c'est que chaque personne regarde votre présentation avec son propre prisme, son propre regard, son angle à lui, son histoire, son expérience du concours, sa manière de penser l'épreuve, ses réussites, ses échecs. Et ce prisme, il n'est peut-être pas le vôtre. Donc, à force d'intégrer les conseils de tout le monde, votre présentation devient un patchwork d'idées. Un morceau de l'un, un morceau de l'autre, une phrase qu'on vous dit de mettre parce que ça fera bien, une idée qu'on vous a conseillé d'ajouter pour montrer que vous avez le niveau, et à la fin, ce n'est plus vraiment votre présentation. C'est finalement une synthèse d'opinion, et le jour J, vous allez devoir défendre les idées qui ne sont pas vraiment les vôtres. Et ça peut se sentir. Parce que quand le jury va vous poser une question sur une phrase que vous avez ajoutée uniquement parce qu'on vous a dit que c'était stratégique, vous allez peut-être manquer de conviction, d'arguments ou d'envie de creuser le sujet. Et vous risquez de vous retrouver à défendre quelque chose que vous n'avez même pas vraiment envie d'aborder au départ. Comme on l'a dit précédemment, quand vous défendez une idée qui n'est pas profondément la vôtre, ça fragilise votre posture. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire. Eh bien évidemment, il faut écouter les conseils de tout le monde. Et évidemment que c'est intéressant d'aller voir les uns et les autres pour avoir différents points de vue, c'est utile de les entendre et de voir quelles sont les expériences vécues par les uns et par les autres. Ce qu'ils ont raté, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils feraient différemment, mais gardez la responsabilité finale, gardez votre esprit critique. Vous pouvez très bien entendre un ou plusieurs conseils et décider de ne pas l'appliquer. Et peut-être que quelqu'un vous dira « je t'avais dit que c'était pas ça qu'il fallait dire » ou « c'était pas ça qu'il fallait faire ». Peut-être. Mais le jour J, ce ne sera pas cette personne qui sera devant le jury, ce sera vous. Et si vous n'êtes pas pleinement aligné avec ce que vous présentez, vous ne pourrez pas totalement être convaincant. Donc oui, allez voir des personnes en qui vous avez confiance, des personnes compétentes, des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise, mais ne cherchez pas à plaire à tout le monde et n'acceptez pas non plus de prendre tous les conseils.
Un futur cadre, il doit être capable de décider, de trancher, d'assumer, et ça commence ici. Assumez votre présentation, quitte à ce que ça ne soit pas tout à fait ce que tout le monde a envie de vous faire faire ou de vous faire dire. La 7e erreur, c'est de parler comme un exécutant au lieu de parler comme un futur cadre. Quand on se présente à un concours de catégorie B, ou de catégorie A d'ailleurs, il n'y a rien de pire pour se saboter. Évidemment, ce n'est pas du tout péjoratif. Quand je parle d'être un exécutant, je fais allusion aux fonctions d'exécution qui sont relatives aux missions de la catégorie C de la fonction publique. Pour rappel, la catégorie A regroupe des fonctions de conception, de direction et d'encadrement supérieur, et la catégorie B, des fonctions d'encadrement intermédiaire, d'application et de rédaction. Pour en revenir à mon propos, votre façon de présenter vos missions envoie une certaine image de votre positionnement. Parler comme un exécutant, c'est par exemple dire « on m'a demandé de faire ça, je l'ai appliqué, j'ai exécuté ». Alors qu'un cadre, son boulot, c'est d'analyser, c'est de décider, c'est de coordonner, c'est de réguler, c'est de proposer, c'est d'être proactif. Et c'est bien la même expérience, mais c'est une posture qui est différente, et c'est là que tout se joue. Si vous parlez comme un exécutant, le jury va le percevoir très vite, et il vous percevra comme un exécutant. Il ne verra pas en vous un cadre prêt à prendre des décisions et à assumer les responsabilités. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire. Il faut donc changer votre langage, parce que le vocabulaire que vous employez, il révèle votre positionnement mental. Et votre positionnement mental, le jury l'entend immédiatement. Quand vous dites « on m'a demandé de », vous vous placez en mode réception. Quand vous dites « j'ai appliqué », vous placez en mode exécution. Et quand vous dites « j'ai exécuté », vous placez en mode subordination. Et encore une fois, ça n'est pas péjoratif, mais vous passez un concours de cadre et donc on vous demande de vous positionner comme un décideur et pas comme quelqu'un qui fait uniquement ce qu'on lui dit. Pour chaque situation que vous évoquez, demandez-vous quelle a été ma part de réflexion, quelle a été ma part de décision, quelle a été ma part d'initiative, quelle a été ma part de régulation. Et c'est ça que vous devez mettre en avant. Je vais vous donner un exemple concret. En mode exécutant, on pourrait entendre « on m'a demandé de mettre en place un nouveau planning, donc j'ai appliqué les consignes et j'ai transmis les informations au reste de l'équipe ». Là, on entend quelqu'un qui reçoit un ordre, une consigne et qui exécute et qui n'est pas dans une position de responsabilité. Si on passe maintenant dans une posture de cadre, alors vous pouvez répondre en disant « j'ai analysé les contraintes de service, identifié les points de tension dans l'organisation actuelle, puis j'ai structuré un nouveau planning en tenant compte des priorités opérationnelles et des ressources disponibles. » On est toujours dans la même mission, mais c'est deux versions différentes. On entend la dimension d'analyse, on entend l'arbitrage, on entend la coordination. On voit clairement apparaître un futur cadre. Je vous le répète souvent, mais le passage d'exécutant à cadre ne se joue pas uniquement sur vos compétences. Il se joue dans votre manière de parler de vous, de présenter la façon dont vous pensez le travail, et ça nécessite un basculement intérieur, une autre façon de penser votre travail. C'était la 7e et dernière erreur de cette vidéo, et j'espère que de les découvrir, ça vous aidera à créer, construire une présentation qui puisse impacter vos prochains jurys pour vos épreuves orales. Si vous avez trouvé intéressant ces 7 erreurs et que vous voulez aller plus loin pour préparer votre épreuve orale, j'ai créé un programme qui s'appelle Oral Impact. Oral Impact, c'est quoi? C'est 4 modules avec des bonus. Le premier module consiste à craquer les codes des jurys pour comprendre leur fonctionnement et leurs attendus. Le deuxième module, c'est d'aborder les fondamentaux. On va parler de tenue, des connaissances et de la posture. Le troisième module, c'est l'épreuve orale, la présentation et les questions. Et enfin, le 4e module, c'est comment gérer les épreuves le jour J. Je vous parle de la semaine d'avant, de la veille et du jour J. Si ce programme vous intéresse, eh bien vous trouverez toutes les informations nécessaires en suivant les liens qui se trouvent dans la description ou bien dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez que l'oral ne se joue pas uniquement sur vos connaissances, il se joue sur votre structure, votre cohérence, votre alignement et surtout sur votre posture. Vous savez que raconter son passé ne suffit pas, que lister ses qualités ne sert à rien, et si elles ne se voient pas, qu'un projet il doit être incarné, et puis qu'un cadre ne se décrit pas, il se démontre. Et vous savez surtout qu'en parlant comme un exécutant, ça vous enferme, alors que parler comme un futur cadre, ça vous ouvre la porte. L'oral, c'est pas une récitation, c'est une épreuve de positionnement,
Et si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi en commentaire, et puis vous pouvez mettre un like, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.